Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 45 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette où on a qui? On a simplement Heisei en plein milieu, hein, le roi de l'état de Qin qui est là, qui tape la pose. Et en bas à gauche pour vous, on a tout simplement un des 4 piliers de Ryoshui, hein, dans la personne de Seitoku qui aura son importance. Et d'ailleurs Seitoku, on le retrouve où? 4ème de couverture, on le retrouve là, hein, le vieux sage Seitoku qui aura son importance, je vous le garantis. En termes de bonus, on a une très belle page couleur devant en la personne de Kisui qui tape la pause ici, hein, qui aura une grosse décision à prendre. J'y reviendrai dans la partie review. Et en bas, on a qui? On a bien évidemment le bras droit du feu général Keshia, hein, qui sont toujours là, hein, face à l'armée de Kanki. Et enfin, on a une autre partie, hein, comme d'habitude, je pense que vous savez, on a la partie un peu résumé de ce qui s'était passé dans les tomes précédents. Mais là où je kiffe le plus, c'est bien évidemment la présentation des différents personnages qui sont à chaque fois mis à jour au fur et à mesure de l'avancement de la série. Et ça, je kiffe vraiment. Enfin, vers la fin du manga, on a une petite bande dessinée, hein, qui reprend un peu nos petits personnages. Et ça fait toujours plaisir. Et on a enfin le petit mot de l'auteur, hein, qui nous explique un peu ses petites aventures en termes de confection du manga Kingdom. Et ça fait toujours plaisir. Allez, on démarre de suite la partie review qui s'annonce très chaude. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 45? Et bien principalement 3 événements. Et le premier événement, j'ai envie d'intituler la décision. Et oui, pourquoi la décision? Puisque dans le tome précédent, on s'était arrêté où tu avais Kanki qui avait donné un peu une ultimatum à Kisui, hein. Soit il descendait de la colline et il donnait la colline simplement à Kanki, ou soit Kanki allait tout simplement pulvériser sa ville préférée, hein, sa ville chérie, hein, qui n'est d'autre que Rigan. Et puis là tu avais Kisui qui réfléchissait et il savait pas quelle réponse donner. On a eu maintenant sa décision, et puis la décision de Kisui, comme vous l'en doutez, hein, il kiffe tellement que sa ville et notamment sa population qu'il a décidé de donner la colline dans les mains de Kanki. Et Kanki récupère la colline et évite le combat comme ça, hein. Et du coup c'est l'état de Qin qui remporte la victoire avec un Kanki très stratège et un Kanki qui a perdu très peu d'hommes, hein. Ça a été souligné comme quoi que Kanki avait perdu très peu d'hommes, hein, et ça c'est une très belle prouesse pour lui. A noter également que Karyoten se pose la question que Kanki ne serait pas plus intelligent que Riboku, hein. Là c'est une petite question que je vous pose moi-même également. Est-ce que Kanki ne serait pas plus intelligent que Riboku, hein? Point d'interrogation. Puisque on a vu que Kanki a quand même déjoué pas mal de fois les attaques de Keshia, hein, qui d'abord est réputé très intelligent. Keshia, il a quand même réussi à esquiver son attaque et à le prendre à revers. Et en plus de ça, il a récupéré la colline avec très peu d'hommes tués dans son camp. Donc là, c'est un fait assez rare qui a été mis en avant par Karyoten, et qui se pose la question si Kanki, pour elle, ne serait pas plus intelligent que Riboku. Un Riboku qui est un peu qui a un ton au-dessus, hein, quand même, un Riboku, hein, le gars qui a organisé la coalition face à l'état de Qin, hein. On parle bien de Riboku, hein. D'ailleurs Riboku, on va le retrouver un peu caché, qui a un peu observé toute la bagarre de Keshia face à Kanki. Et là de but en blanc, Riboku il nous dit ça y est, j'ai trouvé le point faible de Kanki. Donc là, du coup, ça va être assez intéressant, hein. J'ai bien envie de voir un petit match, un Kanki d'un côté contre Riboku de l'autre, puisque a priori Riboku aurait trouvé le point faible de Kanki. Et là je vais vous partir sur une petite théorie, hein, qui pour moi, quel est le point faible de Kanki? Et bien tout simplement, comme vous le savez, Kanki il dirige une armée un peu de brigands, hein, qu'il a repris et qu'il a un peu unifié.
Le point faible pour moi de Kanki va résider tout simplement dans son armée, hein, puisque comme vous le savez que ces généraux qui dirigent un peu cette armée sont un peu titillants, hein, ils n'hésitent pas à se marcher dessus, ça y a pas à dire, hein. Ils n'hésitent pas à se marcher dessus, à faire des petits coups de pression sur d'autres générales. Donc je pense que, à mon avis, il suffit de semer un peu une petite graine comme ça au niveau de son armée, ça va un peu exploser, ça va se faire la guerre en interne et l'armée de Kanki va tout simplement exploser. Donc pour moi, le point faible de Kanki réside dans son armée, hein, qui est beaucoup trop différente. Même s'ils sont unifiés sur une seule bannière, ils restent quand même assez différents. Donc pour moi, à mon avis, le point faible de Kanki, ça va être ça. Et à mon avis, Riboku, il va pas se gêner pour l'exploiter, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que le point faible de Kanki, c'est ça, hein, c'est tout simplement son armée, ou bien si vous voyez tout simplement un autre point faible. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la rencontre. Et oui, hein, puisque maintenant que la guerre est un peu terminée, on a Seitoku, hein, un des 4 piliers de Ryofui, qui a organisé une petite entrevue un peu secrète entre deux personnages et Eisei. Alors d'un côté, on aura la première rencontre qui va être Eisei face au roi de Kin, hein, qui vont se rencontrer et un peu discuter. Et une deuxième rencontre va faire suite, ça va être Eisei toujours qui va rencontrer cette fois-ci Riboku. Et le tout dans le palais. Et oui, la tension sera un peu extrême. Alors là, on a la première réunion, hein, qui va se passer entre Eisei et le roi de Ki, hein, le roi de Ki qui va dire ok il va dire ok à Eisei, hein, tu veux unifier toute la Chine, pourquoi pas, je comprends pas, tu veux unifier toute la Chine pour qu'il n'y ait plus de guerre, mais tu vas la faire par la guerre. Après, le roi de Ki va poser une question assez intelligente, hein, un peu la même que celle de Ryofui qui avait déjà posé. Il va dire mais comment vas-tu unifier tout le peuple de Chine qui est différent, qui a des différentes croyances, etc. Mais comment vas-tu tous les gouverner sous un seul et unique bannière? Et puis là il a dit fais attention, en fonction de ta réponse, soit je te déclare la guerre, soit je me range de ton côté. Et puis là tu as Eisei, hein, qui va se prendre son courage à deux mains, qui va lui exposer tout comment il va faire. Et puis il lui dit clairement que c'est pas moi qui va diriger la Chine, mais ce serait tout simplement la loi. Et oui, puisqu'il va instaurer une loi pour toute la Chine qui sera la même pour tous. Et donc ça va être la loi en quelque sorte qui va un peu diriger toute la Chine. Et puis là, tu as le roi de Ki qui avait exactement la même pensée, hein, la même conquête, la même utopie, on va dire ça comme ça. Et puis là il va dire ok, je vais te suivre, hein, donc du coup je ne te déclare pas la guerre et je me range à ton côté. Donc du coup là où Eisei devrait affronter normalement les 6 autres états, il va plus maintenant qu'en affronter que 5, puisqu'il y en a un qui s'est rangé du côté de Eisei et il lui a promis de ne pas venir lui faire la guerre à une seule condition, qui respecte bien évidemment ce qu'il lui a dit, hein, c'est-à-dire de faire la guerre et d'ensuite remettre le pouvoir à la loi. Et puis que si jamais il se détournait de cette pensée, que le roi de Qin n'hésiterait pas à envoyer son armée contre l'état de Qin. Donc ça a été très clair, ça a été dit. Et du coup on a un état qui s'est rangé du côté de Eisei. Pour le second entrevue, hein, qui va cette fois-ci opposer Eisei à Riboku, hein, qui va venir dans son palais, qui va dire je vous en conjure, le roi Eisei, abandonnez votre ambition d'unifier la Chine et puis abandonnez-la tout simplement, hein. À la place on mettra tout simplement une alliance entre tous les royaumes, et que si jamais il y a un des royaumes qui s'attaque à un autre royaume, et ben tous les autres royaumes vont tout simplement aller pulvériser le royaume qui a débuté les hostilités. Donc en fait Riboku lui il veut plutôt instaurer une alliance en laissant bien évidemment l'indépendance à chaque royaume. Ce que lui Eisei lui veut bien évidemment le contraire, il veut bien évidemment unifier tous les royaumes pour effacer définitivement les différentes bagarres. Et puis là, tu as Eisei qui dit avec ton système d'alliance, on ne sait jamais sur les générations futures, peut-être que ça va pas tenir et que tout le monde va se faire la guerre et que ça va repartir un peu dans la guerre des 7 royaumes. Du coup, Eisei il a dit non et c'est un catégorique
à Riboku. Un Riboku qui était un peu frustré, un peu en colère. Il a dit très bien, dans ce cas-là, je te déclare la guerre. Et après, Riboku lui dit clairement que c'est pas moi qui va te déclarer la guerre, mais ça va être l'ensemble des autres états qui vont te déclarer la guerre. Et vous avez déjà perdu. Et puis là, Riboku, il se barre. Il se barre tout simplement chez lui. Donc à mon avis, on va se retrouver face à une deuxième coalition, hein, qui va tout simplement venir un peu aux portes de la ville de Kin pour la raser définitivement, hein. Ça va être à peu près la même chose qui s'est passé lors de la première bataille de la coalition. Je pense qu'on se dirige tout droit vers ça. Autre point également que je ne suis pas revenu dessus mais qui est assez intéressant, hein, c'est qu'on a, enfin intéressant et malheureux bien évidemment, c'est que le quatrième pilier de Ryofui, hein, le quatrième, je ne sais même pas pourquoi je dis le quatrième, l'un des piliers de Ryofui, Saitoku, hein, celui-là même qui a un peu organisé cette entrevue un peu surprise, vient de perdre la vie puisqu'il est mort de vieillesse, hein, après avoir réalisé son ultime mission, je vais dire ça comme ça, hein. Il perd la vie et du coup il n'y a plus que 3 piliers, 3 anciens piliers de Ryofui. Au niveau des piliers de Ryofui d'ailleurs, chose assez intéressante, c'est que tous les piliers de Ryofui sont maintenant, ont un peu abandonné Ryofui et sont partis quand même du côté de Heisei, hein, puisqu'on a Mobu qui est maintenant grand général au service de Heisei, hein, qui a un peu abandonné Ryofui et qui est parti du côté de Heisei, hein. On a Shueken lui-même qui a dit merci Ryofui, mais je préfère aller du côté de Heisei qui est un peu plus sage que toi, hein. Du coup lui il était parti bien avant. Et enfin on a Saitoku, hein, qui a quand même œuvré dans les mêmes dessins que Heisei et qui s'est rangé derrière Heisei, hein, juste avant de mourir, qui a réussi quand même à mettre de côté l'état de Ki, hein, et à faire les dessins de Heisei, qui lui aussi s'est rangé du côté de lui. Et puis le dernier, hein, on a Rishi, hein, qui s'occupe un peu de tout ce qui est politique ou loi, truc comme ça. On n'a pas de nouvelles de Rishi, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. Il manque que lui qui a priori est toujours proche de Ryofui, mais à mon avis je pense que lui aussi dans un avenir proche il va un peu glisser du côté de Heisei, ce qui va laisser totalement et définitivement Ryofui seul. Enfin le troisième événement, j'ai envie de l'intituler recrutement. Et oui, puisque c'est la fin de la guerre. Et puis Karyoten, hein, c'est un peu remarqué que leur armée, notamment à Chine, n'était pas très un peu mobile, hein, qu'il lui manquait une petite force surprise, hein, notamment des archers. Du coup ils ont entrepris de faire une petite séance de recrutement pour un peu récupérer les soldats déjà qui ont été disparus et les remplacer, et créer aussi une nouvelle équipe, hein, qui sont des archers. Du coup ils vont se mettre à la recherche des archers. Et puis ils vont dénicher 2 petits personnages qui se débrouillent plutôt loin en termes d'archers, hein. Ils arrivent à mettre de très loin à chaque fois la flèche en plein dans la cible. Du coup Shin et Karyoten vont un peu leur demander d'où ils viennent, etc. Et puis là on apprend que les 2 petits enfants là seraient a priori les enfants de l'un des 10 grands archers de toute la Chine entière. Du coup Karyoten et Shin tombent des nues et puis il dit on les recrute directement. Donc voilà un peu comment se termine le manga, enfin le tome 45, qui est plutôt assez intéressant et qui va partir sur une deuxième coalition. Ça à mon avis j'en suis quasiment sûr. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 45 de Kingdom. Encore une fois un tome très porté sur la partie plus politique cette fois-ci, hein. Bon c'était un peu plus du 50-50, mais ouais on va dire quand même du 80-20 pour la partie un peu politique, et ça j'adore réellement, hein. Si je devais noter la note, une petite note sur 5 étoiles, j'aurais mis facilement 5 sur 5, hein. Ça il n'y a pas à dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous lisez Kingdom et qu'est-ce que vous en pensez, si Kanki est bien et belle plus fort stratégiquement que Riboku, ou bien que la fameuse menace, hein, le fameux point faible de Kanki réside-t-il dans son armée ou c'est autre chose? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.